Bienvenue dans ces grands moments de la télé avec, je vous le disais, une émission spéciale avec dans un instant la diffusion de la première partie d'une série de 3 documentaires consacrés aux pieds noirs, ces Français d'Algérie rapatriés en France en 1962. Je crois que le sentiment que tout homme qui a vécu en Algérie, c'est que c'était quand même un pays de partage. Alors que le partage se passe par ailleurs mal sur le plan économique, sur le plan social, voire aussi sur le plan politique, puisque les musulmans ont eu des droits politiques beaucoup plus tardivement, en particulier droit de vote, que les Français de souche, que les Français d'origine. Le statut de l'Algérie fait de tous les habitants de ce pays des citoyens français. Tous les Algériens prennent part aux élections. Le statut de l'Algérie, qui représente un équilibre heureux, a créé l'Assemblée algérienne. Pieds noirs, histoire d'une blessure, c'est le titre de cette collection. C'est donc le premier épisode que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Avec moi, 2 invités. Tout d'abord, Gilles Pérez, le réalisateur de cette série documentaire. Nous aurons le plaisir de découvrir ces 3 films pendant 3 semaines sur France 3 Méditerranée. Et Jean-Pierre Frappoli, vous êtes un des nombreux témoins à avoir participé à ce film. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui. Gilles, je voulais savoir, préciser que c'est un travail de mémoire que vous avez souhaité faire en réalisant cette série documentaire. Oui, en fait, c'est pas un film historique qu'on va voir là. C'est bien un film de collection de mémoires. Petit à petit, on a agrégé ces mémoires. Donc, comme Jean-Pierre Frappoli, ils sont 62 à avoir accepté de témoigner dans ce film, qui est un peu une sorte de saga, où on raconte toute l'installation de ce petit peuple pied noir qui, en fait, vient du pourtour méditerranéen, qui viennent de Malte, qui viennent de Chypre, qui viennent d'Italie, d'Espagne, qui viennent aussi de France. Plusieurs ont été déportés, quelques-uns fuient la misère, d'autres fuient des conditions politiques et se retrouvent en Algérie. C'est vraiment toute cette saga jusqu'à 1962, le départ d'Algérie, l'arrivée en France, et puis ensuite l'intégration ou pas à la métropole. J'ai l'impression qu'il y a un peu un silence gêné autour de l'histoire des pieds noirs, qu'il est difficile, même encore aujourd'hui, d'aborder certains thèmes et de récolter certains témoignages. Ah, ça a été dur. Ouais. Ça a été dur parce que, d'abord, je pense que ce film, on n'aurait pas pu le faire il y a encore 5-6 ans. C'est-à-dire que vraiment, dans la mesure où la plupart de ceux qui ont connu l'Algérie, qui ont grandi sur place, qui ont vécu par exemple leur adolescence en Algérie, et qui sont rentrés, je pense que ceux-là n'étaient pas encore prêts véritablement à parler. Maintenant, on est 45 ans après. Maintenant, effectivement, les langues peuvent se délier. Vous, Jean-Pierre, il était difficile pour vous de témoigner? Oui, parce que d'une certaine façon, on a culpabilisé la victime. Et c'est par un sentiment d'autodéfense que les pieds noirs se sont tus. Et ils commencent à parler, pourquoi ils parlent, et même parce qu'ils vont, c'est les derniers témoins. Et puis on va bientôt partir. Alors sans plus attendre, messieurs, je vous propose que l'on retrouve le film de Gilles Pérez, réalisé en collaboration avec Karine Bonjour. Les pieds noirs, histoire d'une blessure, première partie, les années romantiques. On se retrouve donc dans moins d'1 heure avec mes invités pour les grands moments de la télé. C'est une vieille bobine de film 8 mm enfouie dans une malle que toute la famille voulait croire. Retour sur le plateau des grands moments de la télé à Marseille, à la bibliothèque L'Alcazar, pour une émission spéciale consacrée aux pieds noirs. Avec moi sur le plateau 2 invités. Gilles Pérez, le réalisateur du documentaire que nous venons de voir. Vous avez donc réalisé une série de 3 documentaires. Les 2 suivants, nous le verrons dans les 2 semaines à venir sur l'antenne de France 3 Méditerranée. Et Jean-Pierre Frappoli, on vient de vous voir, vous êtes un des témoins de ce film. Gilles, plus de 40 ans après ce que l'on nomme aujourd'hui la guerre d'Algérie, est-ce qu'il vous a été difficile de réaliser ce film? Pas simple, parce qu'il fallait effectivement briser ce silence, briser le mutisme de la part des Européens d'Algérie, que je préfère au terme pied noir en fait. Tous ces Européens d'Algérie, de fait, en arrivant, ont reçu une honte, ça on le verra dans les derniers épisodes de la série, de cette saga, mais de fait c'est vrai que beaucoup avaient du mal à s'exprimer, y compris dans les personnes qui nous ont accompagnés dans ce film, comme par exemple Daniel Mesguich, là, qui vient de lire cette très belle ligne d'Albert Camus. Daniel Mesguich, pendant très longtemps, n'a pas dit qu'il était né à Alger.
Et il n'y a uniquement que 4 ans qu'il commence à revendiquer qu'effectivement, il est parti d'Algérie, il avait 10 ans. Et c'est vrai que Catherine Camus, en nous parrainant un petit peu, en nous autorisant à mettre quelques mots d'Albert Camus en signature de chacun des épisodes, effectivement, a beaucoup fait pour nous parce que tous ces années romantiques que l'on vient de voir sur l'installation des Européens en Algérie, effectivement, doivent beaucoup au livre qui a été écrit par Albert Camus et qui a été publié il y a peu, Le Premier Homme. Le Premier Homme, qui est un ouvrage fondamental qui a permis à de nombreux pieds noirs de s'exprimer justement grâce à la lecture de ce livre. Jean-Pierre, vous en faites partie? S'il n'y avait qu'un livre à garder sur la guerre d'Algérie, c'est celui-là. Dans notre cosmogonie, eh ben, il y a Albert Camus, il y a Lérida, il y a Robert du dictionnaire, il y a Granier, puis on peut aller un peu plus loin, il y a Marcel Cerdan, il y a Zahaf, il y a Kubaili, les coureurs cyclistes. Bon, on a une petite cosmogonie, comme toute province française a sa cosmogonie, et on aimerait bien qu'elle soit aussi reconnue que celle des autres. Non, c'est un livre qui est touchant, qui est plein, qui parle, et qui m'empare, et qui parle de choses très profondes. Et puis il souhaitait ne pas avoir un regard manichéen aussi. Ah non. Oui, puis en plus ce texte est brut. Enfin, c'est ça qui est formidable, c'est que Catherine Camus l'a publié dans l'état où il l'a laissé finalement. Il n'y a pas eu de retouche sur ce texte et d'un coup on se dit mais c'est quasiment un premier jet et là tout sort. Et il y a toute une Algérie, en tout cas de ses grands-parents, etc. Enfin, le personnage de la grand-mère dans Le Premier Homme est exceptionnel. Et c'est vrai qu'il a marqué beaucoup, en tout cas il peut marquer les enfants de Pieds Noirs. Alors vous êtes enfant de Pieds Noirs, votre grand-mère participe à ce documentaire, elle nous livre aussi son témoignage. C'était parce que vous vouliez témoigner aussi pour votre famille que vous avez réalisé ce film? C'était pour dire et pour qu'ils puissent dire. C'est-à-dire juste leur offrir à un moment donné un espace de dialogue où ils puissent, eux, parler. C'est vrai que je ne voulais pas qu'il y ait de commentaires pendant toute cette saga. Il n'y en a pas à part les 40 premières secondes du premier film qu'on a vu tout à l'heure, où je raconte rapidement ce que c'est que ce film. Au-delà de ça, je voulais que ce soit uniquement les Pieds Noirs, les Européens d'Algérie qui racontent leur histoire. Qu'il n'y ait pas d'interférence entre eux et le public, y compris le public métropolitain, qui peut découvrir cette page d'histoire qui, très souvent, a été déchirée avec la guerre d'Algérie. Alors justement, Gilles, je vous propose que l'on regarde les actualités françaises de 1962. Le tournage de ce reportage a eu lieu à Marseille. Écoutez. Gilles? Ouais. C'est curieux, hein. On en parle un peu comme des bêtes curieuses quoi, à ce moment-là. C'est vrai que c'est les Français de là-bas. C'est pas des Français normaux, c'est pas des Alsaciens, des Auvergnats, ou on pourrait dire effectivement des Oranais, des Algériens. Non, ce sont des Français de là-bas et donc ils ont des coutumes très particulières qu'on voit là sur le cours de Verdun. Et vous voyez, par exemple, sur les plaques d'immatriculation, effectivement, c'était 9G, etc. Bon. À l'époque, il y a tout de même eu, quand on voit Marseille aujourd'hui, il y a tout de même eu des manifestations de chauffeurs de taxi contre les voitures des Français d'Algérie parce qu'ils se garaient mal. Et il y a une déclaration d'un élu local à l'époque pour protester contre l'incivilité de ces Français d'Algérie, tout de même, qui arrivent et qui se garent mal dans les rues. C'est quand même ahurissant. Enfin, comment on les a reçus à l'époque? Comment vous avez été reçus, monsieur? En fait, vous vous sentiez des étrangers en Algérie et des étrangers en France. Il y avait quelque chose d'extrêmement douloureux. J'ai fait un rêve à ce moment-là. Mon rêve, c'était que De Gaulle nous dise « Écoutez, les Français d'Algérie, en termes de droit du sol, vous n'êtes pas de chez nous, on ne vous aime pas, on va organiser votre départ sur l'Argentine. » Et on serait parti en Argentine avec les harkis. Et on serait installé là-bas et on vous aurait laissé le discours sur la torture et la FNACA et et on aurait laissé tout ça, et Benjamin Stora, et moi je vous aurais laissé tout ça, et puis on serait parti parce qu'on n'avait rien à faire ici. Vous avez souffert de racisme? Ouais. Attendez, comme je pensais que vous alliez me poser cette question, j'en ai plein, hein, mais je vais vous lire 2 secondes sur un journal de gauche, le Nouvel Observateur, d'un bel esprit, il vient de mourir, on va appeler son âme, hein, mais un bel esprit qui écrit sur le canard enchaîné,
et qui est l'expression d'un racisme rare. Vous savez que le racisme s'exprime toujours par l'odorat. Alors écoutez ça. L'Empire des Indes, c'est pas l'Égypte, était plus somptueuse que la Tunisie, il fallait être l'Italie pour nous l'envier. L'Algérie puait la vinasse, c'est le colon français. Alors imaginez 2 secondes qu'on dise que l'Algérie puait le juif, ou puait l'arabe, ou puait le corse. Mais vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Non, vraiment, les pieds noirs peuvent être l'objet du racisme le plus élémentaire et le plus primaire, sans que personne, ni même les pieds noirs, ne lève le petit doigt. Alors voilà, cette phrase, j'en ai plein, hein, mais venant de Jean Daniel, du journal de Jean Daniel, je trouvais que c'était assez exemplaire que ce soit passé comme ça. Bon, moi, dans mon petite chambre, j'ai lu ça, j'ai dit, attends, on rêve? Oui. C'est terrible parce que les pieds noirs sont à vif. Ils sont écorchés, effectivement, parce qu'on les a écorchés aussi par cette mauvaise image, par ce racisme qui a été un racisme lancinant pendant toutes ces années. C'est vrai que c'était une insulte au bout d'un moment, hein, pieds noirs. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce silence. C'est pour ça que pendant toutes ces années, effectivement, il y a eu les grands guignols dont parlait M. Frappoli tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces caricatures, il y a eu le coup de Sirocco, il y a eu Roger Hanin, etc. On a donné une certaine vision. On a dit globalement que les pieds noirs, les Européens en Algérie, étaient des exploiteurs, étaient des riches propriétaires terriens. Ce qu'on vient de voir dans le film, dans cette première partie, ce sont des petites gens, ce sont plus l'immense majorité des fonctionnaires, et effectivement, comme le dit à un moment donné le philosophe Jean-François Mattei dans ce film, on ne peut pas taxer les fonctionnaires d'être des colons, ça se serait aujourd'hui. De fait, ce sont des petites gens, ce sont des rastas de la Méditerranée qui se sont rassemblés, pour reprendre l'expression de M. Frappoli dans le film, qui se sont rassemblés en Algérie et qui ont vécu souvent chichement, puisque le niveau de vie était inférieur à celui de la métropole à l'époque. Autant de données qu'on a totalement oubliées parce qu'il y a eu ces images de grands colons. Non, attendez, il faut être clair. La seule chose pour laquelle j'en veux aux Français de France, c'est leur absence de compassion, c'est tout. De compassion. Voilà. Et je pense, excusez-moi Sophie, mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui arriver à véritablement cicatriser les 2 rives de la Méditerranée si on n'en vient pas par un passage qui est celui de la parole. Il faut effectivement dire un certain nombre de choses. Beaucoup de choses ont été dites sur la guerre d'Algérie, sur les atrocités de la guerre d'Algérie, sur la torture, etc. Et il fallait le faire. Il est important aussi qu'une autre pierre soit apportée pour que petit à petit, effectivement, cet édifice puisse se refaire en commun et que des relations normales puissent avoir lieu de part et d'autre de la Méditerranée. Et ce qui est peut-être encore le plus surprenant de tout, c'est que finalement, ce ne sont pas tant les pieds noirs, les Européens d'Algérie qui ont du mal avec les Algériens. Regardez ce qui se passe quand ils y retournent. Ils tombent dans les bras les uns des autres, etc. Il y a ces grands cérémonials entre les uns, viens chez moi, tu es chez toi, etc. Mais beaucoup plus les métropolitains qui ont une sorte de culpabilité en disant « ouais, on a une mauvaise conscience là sur cette affaire de l'Algérie où là il s'est passé, des gens de chez nous ont fait des mauvaises choses là-bas ». Et donc, du coup, on n'arrive pas à assumer cette chose-là et on dit surtout ne réouvrons pas cette plaie-là, il faut maintenant passer à autre chose. Pour arriver à passer à autre chose, et il est peut-être temps, 45 ans après, de passer à autre chose, effectivement, il faut que la parole soit dite. Et ce film, c'est ça. Alors, autre regard, monsieur, sur les actualités à l'époque, et cette fois, c'est dans l'émission 5 colonnes à la une, des archives que nous avons retrouvées grâce à nos documentalistes et à notre collaboration avec l'INA. Regardez. Presque arrachés, sur de la clinique à l'heure actuelle, je crois. On les a été affolés, on ne savait plus ce qu'on faisait. Ce sont toujours des témoignages difficiles à entendre. Vous-même, Jean-Pierre, vous avez été touché dans votre chair, si j'ose dire. Oui, mais je voudrais dire une chose. Attendez, on est parti. Est-ce que vous savez ce que c'est que la politique menée par le FLN des disparus? C'est des milliers de personnes quotidiennement dans tous les villages qui ont été disparus, tués à coups de pioche, à coups de couteau, à coups de... Mais c'est comme, dans le film, quelqu'un dit, c'est comme un coup de fusil dans un vol des tourneaux. Donc, dire que l'OAS est le signal de départ des pieds noirs, mais c'est une contre-vérité absolue, absolue. Jamais le FLN n'a fait une proposition, une ouverture d'organisation sur les lendemains de l'indépendance et la position et la place qu'aurait la communauté pieds noirs. Jamais. Je vous défie de trouver quoi que ce soit. Et le putsch militaire qui a eu lieu en 62, qui n'a jamais été relevé
comme putsch militaire, c'est-à-dire la prise de pouvoir par Ben Bella avec Boumedienne. C'est-à-dire on va éliminer Ferhat Abbas, on va éliminer le docteur Mostefa, il n'existe plus, tous les gars de l'intérieur, Krim Belkacem, Kiwa, Naban, vont être égorgés ou tuer tous les combattants de l'intérieur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous jouera dans cette république arabe, musulmane, algérienne. Il faut le départ des pieds noirs. Gilles, oui, je vous en prie. Qui est surprenant. C'est vrai que même quand on voit cette dame qui témoigne, parce que finalement, il y avait tout de même eu les accords d'Évian, et on se dit, enfin moi, c'est quand même l'interrogation que j'ai demandé à M. Frappoli, aux 62 témoins, c'est mais pourquoi vous ne partez pas à ce moment-là? Enfin, vous voyez bien, vous sortez quand même de 8 ans de guerre, il y a les accords d'Évian, bon, c'est le moment de partir, quoi, vraiment. Ben non, il faut qu'il y ait encore des événements dramatiques qui leur fassent comprendre, mais jusque dans leur chair, qu'ils ne peuvent pas rester. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient vraiment que c'était leur terre, et que de toute façon, eux continueraient à vivre. D'accord, ben, ils ne seraient plus sous le même drapeau. Et alors, est-ce qu'ils pourraient rester sur cette terre? Alors justement, Gilles, les années dramatiques, c'est la suite, c'est le deuxième épisode de votre série documentaire. Je vous propose qu'on en regarde un extrait, pardon, tout de suite. La période de la guerre a été très mauvaise pour nous, alors que la période d'avant-guerre était très heureuse. Les années dramatiques, années 50 jusqu'en 62, on est vraiment là au cœur de la désespérance de la communauté pied-noir. Oui, c'est effectivement le deuxième épisode. Bon, les années romantiques, c'était un terme un peu impropre, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de malheur dans cette installation en Algérie avec les fièvres et tout. Les années dramatiques, au-delà de la vie là-bas qu'on présente, c'est vrai qu'on plonge là progressivement dans ce malheur et dans ces douleurs qui vont intervenir, avec ensuite, dans le troisième épisode, les années mélancoliques, où il y aura encore le 5 juillet 62 à Oran qu'on raconte, et où on a pu retrouver des archives qui sont inestimables, qui étaient des archives qui avaient été coupées, qui n'avaient pas été montrées par la télévision à l'époque, et qu'on a retrouvé chez Gaumont-Pathé, et qu'on montre là, et puis au-delà, ensuite, il y a le départ et l'arrivée en France. Alors, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'un jeune homme recueilli en 1964 dans l'émission Au-delà de l'écran. Il se prénomme Enrico, je pense que vous allez le reconnaître. Il y a bientôt 2 ans, nous assistions le cœur serré à un bien triste exode, celui des pieds noirs, des rapatriés d'Algérie qui regagnaient la métropole. Parmi tous ces gens qui débarquaient à Marseille avec des valises quelquefois hâtivement ficelées, il y avait un jeune homme qui déjà écrivait, composait des chansons et qui les chantait. Il a continué à le faire avec beaucoup de talent. Il se nomme Enrico Macias. Et vous continuez à voir ici vos compatriotes d'Algérie? Oui, on se voit un peu partout. On se rencontre dans des cafés, soit aux Champs-Élysées, soit à Place de la République, à Montmartre, à Saint-Paul. On se voit apéritif. Un peu comme les provinciaux se retrouvent à Paris, les Bretons autour de la gare Montparnasse et les Normands autour de la gare Saint-Lazare. Mais vous qui les voyez beaucoup, qui les fréquentez, et qui êtes un des leurs, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment se fait ce reclassement? Bien, au début, ça a été très difficile, tout le monde le sait, mais je crois que maintenant, ça va mieux, parce qu'il y a un proverbe qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Alors, en appliquant ce proverbe, je crois que ça va. Depuis que vous êtes ici, vous avez gagné la métropole, qu'est-ce qui vous manque le plus? Je crois que tout s'arrange dans la vie, mais ce qui nous manque le plus, c'est de ne plus retourner là où on est né. C'est le contact avec la terre natale. C'est quelque chose qu'on ne peut plus guérir. Vous savez, on est obligé de penser à sa terre natale, à la maison où on est né, son quartier. Quand on ne peut plus retourner là, je crois que c'est quand même un grand problème, mais uniquement un problème personnel. Et quel est votre plus grand espoir? Bien, un exemple extraordinaire, c'est que ma fille est née à Paris. Et ce que je lui souhaite, c'est qu'elle ne rencontre pas les problèmes que j'ai rencontrés moi-même, qu'elle s'intègre facilement à la métropole dont elle fait partie, puisqu'elle est née là. Je crois que c'est le plus grand espoir. Voilà, c'était Enrico Macias en 1964. Jean-Pierre, je sais que ça vous fait un peu réagir de voir des images d'Enrico Macias. Non, il a bien mené sa barque. Comment vous dire? C'est l'arbre qui peut cacher la forêt. Moi, c'est pas ça que je pense. Mon grand-père et ma grand-mère, à 70 ans, le gouvernement français ayant interdit que les pieds noirs s'installent dans le sud, au-delà d'une limite Nantes-Lyon, sont allés à Isigny. Et mon grand-père a mis 6 mois à ne pas s'alimenter et à mourir. Bon,
se démerde, il a ses copains, il va dans le show business, il va sur la radio, la télé, ça va, c'est un monde, mais c'est bien, tant mieux pour lui. Hein, je l'aime bien. Hein. Merci beaucoup, messieurs. Avant de terminer cette émission, je voulais vous présenter quelques ouvrages que l'on peut retrouver ici à la bibliothèque L'Alcazar et avec entre autres le livre de Jean-Jacques Jordi, de l'exode à l'exil, rapatrié et pieds noirs en France. Monsieur Jordi qui participe à votre documentaire également. Il y a effectivement 2 ans et demi à peu près, quand on a commencé ce film, j'ai été voir Jean-Jacques Jordi, je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un film sur toutes ces mémoires enfouies et tout. Il m'a dit, Gilles, ce sera un sujet formidable, mais c'est encore un sujet tabou. Ah oui. C'est un sujet illégitime parmi les historiens français. Que vas-tu faire là? Fais attention. Bon, finalement, il a accepté de témoigner. Et finalement, vous avez fait votre série documentaire. Grâce à France 3. Donc je vous conseille de regarder pendant les 2 semaines à venir les 2 documentaires réalisés par Gilles Pérez. Je vous conseille également de relire peut-être le livre d'Albert Camus, Premier homme. Merci très sincèrement, messieurs, de m'avoir accompagné pour cette émission. La semaine prochaine, nous retrouvons le 2e épisode de votre série documentaire Les Pieds Noirs, histoire d'une blessure. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode des grands moments de la télé, avec une toute autre thématique puisque nous parlerons de Claude François qui avait de nombreuses attaches dans le Sud. À très bientôt.